Bonjour à toutes et à tous, c'est Kevin pour les Ludovores. On se retrouve pour notre suivi du menu crowdfunding, l'émission dans laquelle je passe en revue les projets qui s'apprêtent à se terminer du côté de chez Kickstarter, GameFound, Ulule ou encore BackerKit. Cette semaine, un petit peu comme pour le menu crowdfunding, on commence progressivement à retrouver un rythme de croisière plus habituel, avec un peu plus de campagnes qui s'apprêtent à se terminer, donc on aura moins de place pour meubler que les 2 semaines précédentes. Et du coup, je vous propose tout de suite de commencer par les projets qui entrent dans les 7 derniers jours de campagne, puisque cette semaine, il n'y a pas eu d'annulation. C'est parti! Pas grand chose de nouveau à se mettre sous la dent pour Spell Wars, dont je parlais déjà la semaine dernière dans le suivi du menu crowdfunding, jeu qui n'avait pas été présenté dans le menu crowdfunding puisqu'il était sorti au début de janvier si je me souviens bien. 833 contributeurs ceci dit, 38 000 € d'engrangés, c'est plutôt une très belle somme pour un premier projet si je me souviens bien. Ah non pas du tout, de Elder Brain, c'est le 3e projet, veuillez m'excuser pour cette petite erreur. C'est un projet qui nous vient de Hongrie, même si ici on a une adresse qui est située aux États-Unis, allez savoir pourquoi. Quoi qu'il en soit, Spell Wars se porte pas trop mal. Par contre, bon, je vous ai parlé la semaine dernière d'une potentielle application qui permettrait de jouer au jeu non seulement en physique, mais également via une application pour mobile ou par exemple pour tablette. Et on est encore assez loin, comme je l'imaginais la semaine dernière, parce qu'on est presque à 40 000 €, ce qui est loin d'être ridicule. Mais, si on descend un tout petit peu pour les stretch goals à 65 000 pour débloquer l'application, on en est très loin et vu le peu de temps qui reste, on ne l'atteindra certainement pas à mon avis. Et pour rappel, Elder Brain avait déjà proposé Torrents of the Spellholder, donc un jeu de rôle je connais pas évidemment, et Crown of the Oathbreaker, aussi jeu de rôle, donc c'est assez normal que je ne connaisse pas pour le coup. Voilà pour ce qui est de Spell Wars, un petit jeu dans l'univers de Donjons et Dragons, mais sans la licence, sans l'aspect jeu de rôle bien évidemment, mais uniquement en se basant sur les sorts et les différentes écoles de magie de cet univers. On continue tout de suite avec Once Upon a Line, The Butterfly's Breath, le projet français de Perte et Fracas, leur second après Ragnarok Star, et le moins qu'on puisse dire c'est que c'est un beau succès pour un jeu aussi atypique, dans le bon sens du terme comme dans le mauvais sens du terme en fonction de votre profil de joueur, si je peux dire en fait. 2307 contributeurs, 3 jours avant la fin de la campagne, pas loin de 180 000 € d'engrangés, on est plutôt sur un très beau succès, c'est une belle machine, on pourrait même dire qu'ils ont fait parler la poudre sur cette campagne, et en même temps on s'attendait à un succès. Honnêtement moi j'avais planifié, c'est un bien grand mot, mais j'avais pronostiqué disons un petit 3000 contributeurs d'ici la fin de la campagne. Bon je pense qu'on les atteindra, mais un peu difficilement, peut-être pas tout à fait, 2800 minimum à mon avis, mais on devrait pas être loin des 3000 d'ici la fin de la campagne pour ce très beau projet de Perte et Fracas, très beau ne serait-ce que par sa direction artistique, mais également sa proposition qui est vraiment novatrice, qui est assez originale, où on va donc, je le rappelle, aller scratcher un petit peu comme des jeux à gratter, des grilles de mots pour trouver de nouveaux indices, pour nous aider à progresser dans notre aventure, dans l'univers de Once Upon a Line. Pour ce qui est des détails du gameplay, de l'univers, etc., je vous renvoie plutôt vers la vidéo du 22 janvier dernier dans laquelle je présentais le jeu. C'est toujours pour un joueur ou plus, vous pouvez jouer en coopération bien sûr, mais c'est fondamentalement, je pense, un jeu qui s'oriente très bien vers du solo à mon avis. On va aller voir rapidement les différents stretch goals qui ne sont pas vraiment des stretch goals d'ailleurs mais plutôt des révélations jour le jour. Dans la campagne on a eu des petites révélations tout au long de la campagne pour agrémenter un peu cette dernière, pour lui donner un petit peu de vie. C'était pas vraiment des stretch goals mais on va les voir un petit peu plus bas justement pour faire un petit résumé. Ça commence ici. Donc tout ce qui est Daily Unlock ici, ce sont des choses qui ont été ajoutées depuis le début de la campagne. Alors vous le voyez ici par exemple, on aura une nouvelle grille du destin en 20 par 10 cm. On aura aussi ce nouveau héros Lombric, le bien nommé. Je sais pas s'il est bien nommé d'ailleurs, mais bon, c'est la première chose qui m'est venue à l'esprit quand je l'ai vu. Et 2 cartes qui l'accompagnent également. Ensuite on a aussi une nouvelle héroïne avec Larva, donc on est sur des... comment dirais-je, sur un vocabulaire très insecte, et en même temps, vous me direz, l'univers Butterfly Breath, etc., ça parle pas mal d'insectes dans le jeu, donc c'est relativement logique. Donc Larva et ces 2 cartes, ensuite on a on a 21 nouvelles cartes avec des scénarios, enfin des embranchements scénaristiques devrais-je plutôt dire, plus 2 nouveaux héros jouables également dans Butterfly's Breath. Ensuite on a des petits upgrades de matériel également, avec nouvelle grille de prologue, ainsi que un nouveau design pour le Scratcher, donc le petit outil que vous avez utilisé pour justement aller gratter les grilles, et qui sera maintenant à l'effigie du jeu comme vous le voyez ici.
Ensuite, nouvelle grille de destin, nouveau héros, cette fois-ci appelé Deciton, nouvelle héroïne également avec Cigadelia, pardon, qui sera jouable également dans le jeu de base apparemment, plus 21 nouvelles cartes de scénario. On aura aussi des upgrades de matériel comme vous pouvez le voir ici avec les Hero Board, avec également les nouvelles tuiles de Locke qui ont été remplacées, upgradées également. Qu'est-ce qu'on a encore? Nouvelle grille du destin, nouveau héros, nouvelle carte d'embranchement scénaristique. Ça c'est un peu de ce qu'on avait précédemment vu, mais encore plus en quantité. On a aussi le 12 ici, le Daily Unlock 12, Travel Log. Alors je sais pas très bien à quoi ça correspond. J'imagine que si vous en référez aux actualités quotidiennes de la campagne, vous en apprendrez plus le concernant, mais j'imagine que c'est une sorte de livret de bord dans lequel on pourra trouver du lore notamment, j'imagine. Ensuite, le Daily Unlock 13 avec une nouvelle grille du destin et un nouveau héros jouable, Latreille, qui était le nom de famille de ma grand-mère maternelle d'ailleurs, et deux de ses cartes également pour l'accompagner. Et puis on aura encore certainement 2 ou 3 unlocks supplémentaires, donc nouvelles révélations supplémentaires d'ici la fin de la campagne, puisque je le rappelle, il reste 3 jours avant la fin de cette dernière. En tout cas, je vous l'ai dit, c'est un bien beau résultat pour Perte et Fracas avec Once Upon a Line. Bon, ils n'ont pas fait un résultat extraordinaire non plus, on n'est pas sur 10 000 backers bien évidemment, mais c'était pas l'objectif, je pense, de Perte et Fracas. Dans le rêve, bien évidemment, ça aurait été un résultat plus qu'extraordinaire, bien sûr, mais on est quand même sur un très très beau résultat avec 2300 backers. On devrait, je pense, atteindre les 2800 ou 3000 d'ici la fin de la campagne, à mon avis. Peut-être avec un peu de chance les dépasser, ça dépendra aussi des dernières révélations de la campagne, j'imagine. Mais je pense que c'est un jeu qui de toute façon va être assez clivant de par son approche de gameplay, son approche un petit peu de, comment dirais-je, de jeu qui s'oriente beaucoup vers de la narration, sans forcément donner l'impression, ce n'est que mon impression subjective, de véritables choix impactant très clairement votre aventure, mais je peux me tromper. Je sais qu'il y en a plus sous le capot que ce que l'on peut voir, ce que l'on peut entrevoir sur cette campagne, parce qu'ils ne veulent pas non plus divulgacher ni l'aventure, la narration et les différents embranchements que vous pourrez avoir, mais également certainement des petits aspects, des petits pans de gameplay qui vont se révéler à vous progressivement, je l'imagine. Mais en tout cas, je serais très curieux un jour de le tester, même si je ne le suis pas suffisamment pour aller backer. Voilà pour Once Upon a Line, The Butterfly's Breath. Très très beau succès quand même pour Perte et Fracas. Là aussi, un beau succès pour Among Cultists, projet présenté dans le menu crowdfunding du 15 janvier dernier. C'est la version jeu de plateau de Among Us, le célèbre jeu vidéo qui avait fait un tabac il y a 4-5 ans maintenant sur Steam, si mes souvenirs sont bons. Among Cultists a accumulé près de 3000 backers, ce qui est plutôt un très beau résultat. On n'est pas loin de 200 000 € d'engrangés également. Il reste 3 jours avant la fin de la campagne et je le rappelle, la version francophone est disponible durant cette campagne comme vous pouvez le voir ici. Et en plus de ça, il n'y a pas de TVA à rajouter par-dessus le prix que vous aurez payé durant la campagne. Ça aussi c'est bon à savoir. Pour ce qui est de ce jeu de déduction sociale avec une thématique Lovecraftienne, Cthulhuesque si je puis dire, si vous me permettez le néologisme, on va se référer directement au menu crowdfunding du 15 janvier dernier comme je l'ai dit, et nous aujourd'hui on va se contenter d'aller voir les stretch goals qui sont ici, mais on commence par le bas, parce que oui c'est moins lisible donc c'est plus fun. Alors d'abord le jeu est financé, bien évidemment, on a pas mal de petites upgrades matérielles sur lesquelles je vais passer assez rapidement, ça prendrait beaucoup de temps parce que vous l'avez vu il y a une longue liste de upgrade en fait, d'ajouts via les stretch goals. On aura notamment de l'épaisseur revue à la hausse, on aura aussi, qu'est-ce qu'on aura d'autre encore? On a des dividers, donc des séparateurs de cartes pour les rôles notamment, on aura des marqueurs un peu plus épais, qu'est-ce qu'on a encore? On a de nouveaux rôles aussi, on a pas mal de nouveaux rôles, et puis également de nouvelles professions qui seront accessibles pour aller ajouter encore un peu plus de variabilité, de rejouabilité à l'expérience. Là malheureusement c'est pas très valide pour les francophones, mais c'est une sorte de narration effectuée par l'actrice et animatrice d'une chaîne, c'était quoi déjà, Geek and Sundry si je me souviens bien, sur YouTube, Becca Scott, qui est vraiment charmante d'ailleurs, qui fera la narration orale mais pour l'anglais, donc pour le français je sais pas s'il y aura une version appropriée. Ensuite donc nouveau rôle comme j'ai dit tout à l'heure, ensuite des upgrades encore en termes de matériel, notamment ici le linen finish sur les cartes, ce qui est toujours un gros plus également, ça aurait dû être là depuis le début à mon avis. Nouveau rôle, nouvelle profession, les enveloppes un peu plus thématiquement stylisées on va dire, un sac à l'effigie du jeu, bon on s'en fout un petit peu. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? Ça c'est un petit peu dommage à mon avis. Enfin, c'est bien, c'est dommage, c'est bien, mais je trouve ça un peu moyen de mettre ça comme un stretch goals dans le sens où on vous met ici, je bafouille, on vous met ici une version de Tabletop Simulator upgradée puisqu'elle sera totalement scriptée si je me souviens bien. Voilà, si on arrive ici à 193 000 €, elle a été complètement scriptée, donc elle sera plus facilement jouable sur TTS. Ok, mais c'est pas un truc qui concerne directement le jeu dans sa version physique.
Donc bof, et en réalité le Tabletop Simulator lui-même a été débloqué à 179 500 alors que généralement c'est débloqué avant même la campagne pour qu'on puisse le tester durant la campagne, donc c'est un petit peu moyen de présenter ça comme un stretch goals. Nouvelle profession encore, nouveau personnage jouable, c'est toujours bon à prendre également, nouveau rôle, ensuite on a encore une upgrade du sac, avec un matériel un peu plus de qualité, mais on s'en fout. Et ensuite, on aura même des fonds d'écran, mais alors là, on s'en fout complètement. Du coup, globalement, bon, il y en a certains des stretch goals qui sont courus d'avance, genre les upgrades de matériel, etc. Bon, ça, c'est toutes les campagnes comme ça. Mais il y en a quand même pas mal de petits stretch goals un petit peu décevants à mon avis. Mais bon, peut-être que le jeu se suffit en lui-même. On a une proposition assez intéressante avec 2 extensions qui sont pas trop chères, même si au final, si on prend tout, ça peut revenir assez cher finalement. Voilà pour ce qui est de Among Cultists. Là encore une fois, bon, il n'y a pas à chier contre un radiateur, hein, c'est plutôt un beau résultat bien évidemment. 3000 contributeurs pour l'instant, il reste 3 jours avant la fin de la campagne. Je bafouille parce que j'essaye d'aller trop vite, parce que je dois faire prendre son bain à mon fils dans la foulée. Mais du coup, je perds du temps en parlant trop vite. Donc, 2900 contributeurs à 3 jours de la fin de la campagne, 200 000 euros d'engrangés. On va certainement aller chercher les 3500, 3800 d'ici la fin de la campagne. Quoi qu'il en soit, ce sera un beau succès. Et je le rappelle, c'est disponible en version francophone. Présenté il y a 3 jours à peine dans le menu crowdfunding du 29 janvier dernier, Perdition's Mouth Back to the USA. C'est une nouvelle campagne à destination exclusivement des USA, donc a priori vous ne devriez pas être très intéressé. Et puis de toute façon, je l'ai présenté il y a 3 jours à peine, donc on va passer très rapidement. À peine 43 contributeurs, vous vous doutez bien qu'en termes de stretch goal, il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent non plus, mais c'est juste pour vous dire que si jamais vous êtes francophone, que vous regardez cette vidéo et que vous habitez aux USA, il y a moyen de mettre la main sur Perdition's Mouth, Abyssal Rift, qui est un RPG, dungeon crawler, etc. en coopération. Pas diablement intéressant au demeurant, ça a permis de se distinguer tellement de ce qui se fait dans la concurrence. Mais bon, voilà, il existe et il est bientôt fini. La semaine dernière, dans le suivi du menu crowdfunding, je vous parlais déjà de Stage Top, cette table de jeu à imprimer soi-même en 3D, donc via une imprimante 3D bien évidemment. Et ben c'est un très beau succès, hein, franchement, ils en ont mis 2 partout, un sol, plafond, moquette, 4400 contributeurs quasiment à 3 jours de la fin de la campagne et plus de 200 000 euros d'engrangés pour une table qui certes coûte 48 $, mais qu'il faudra imprimer par vous-même via une imprimante 3D, la vôtre ou celle de quelqu'un que vous connaissez par exemple. Le tout pour, je le rappelle encore une fois, une table qui est très courte sur pattes, hein, vous pouvez l'entreapercevoir ici, mais en fait c'est plutôt une table à poser sur une autre table. Du coup je suis moins convaincu. Si ça avait été une vraie table avec des vrais pieds, qui aurait pu avoir une allure un peu, disons, classique, j'aurais dit pourquoi pas, mais là c'est une table sur une table, bah autant jouer sur la table qui est en dessous, je vois pas très bien l'intérêt pour le coup. C'est une alternative intéressante sur le principe, mais je suis pas très convaincu du fait de poser une table sur une autre table au final. En plus on va perdre un peu d'espace au final, je me demande bien si c'est pas vraiment... Enfin, si c'est vraiment aussi intéressant que ce que ça peut laisser penser de prime abord. Quoi qu'il en soit, donc c'est un beau succès malgré tout, donc il y a quand même pas mal de gens qui ont été convaincus, hein, vous vous en doutez. Ceci dit, j'aime beaucoup le concept dans le sens où c'est également démontable très facilement, parce que vous allez voir, vous allez les construire, vous allez juste visser quelques petits trucs, assembler quelques petits trucs, jouer, et ensuite vous pouvez ranger tout ça dans une boîte de Kallax. Et voilà, l'affaire est dans le sac, c'est vraiment très sympa de ce point de vue là, en termes d'ergonomie c'est très bien pensé, et ça a l'air d'être bien foutu malgré tout, mais je suis pas convaincu de l'aspect plaçons une table sur une table, voilà c'est tout. Ensuite, il y avait des stretch goals, j'ai pas du tout regardé ça pour le coup, parce que c'est pas un jeu de société, du coup je me suis moins penché sur le sujet, mais oui, il y avait bien des stretch goals. D'abord, le jeu, enfin pas le jeu, la table pour le coup est financée. Ensuite, il y a des petits ajouts supplémentaires que l'on peut obtenir via des add-ons, j'imagine. On voit ici une guillotine d'ailleurs, pourquoi pas. Une tour 2D notamment. Ça c'est ce qu'on pourrait justement stacker pour remplacer des pieds de table justement. On aura de l'espace pour stacker des decks de cartes apparemment. On aura des tuiles. Ok, je sais pas très bien à quoi ça sert, pour le coup j'aurais dû me concentrer un petit peu dessus avant de lancer la vidéo. On aura différents petits accessoires par-ci par-là, comme ici un tonneau par exemple, etc. Bon, il y a pas mal de petits trucs, de petits ajouts qui sont visiblement pas essentiels, comme des tours AD un petit peu stylisés comme ici avec la taverne par exemple. C'est original, mais est-ce que c'est vraiment essentiel? Pas vraiment. Par contre, ça c'est un très bel ajout. À 50 000, on a ajouté des LED, enfin un emplacement pour pouvoir mettre des LED, ce qui est plutôt très sympa. Ça ressemble pas mal du coup à ce que l'on peut voir habituellement dans d'autres tables de jeux un peu plus conventionnelles, dirais-je.
Et voilà, vous continuez la liste, il y a quand même pas mal d'autres petites choses à aller se mettre sous la dent. On a même une sorte d'extension de la table aussi ici, c'est assez particulier. Bref, j'ai fait à peu près le tour de ce projet et de ces stretch goals, même si c'était un petit peu hasardeux pour le coup. Voilà pour ce qui est de Stage Top, une alternative à des tables beaucoup plus chères, mais qu'il faudra poser sur une autre table préexistante pour pouvoir vraiment l'utiliser. À vous de voir. En tout cas, c'est un très beau succès, près de 4400 contributeurs à 3 jours de la fin de la campagne. On en parlait il y a 3 jours à peine dans le menu crowdfunding du 29 janvier, il s'agit de Mage Noir, ou de Mage Noir comme vous voulez. C'est les nouvelles extensions de Mage Noir, un jeu français sorti il y a 2-3 ans de ça sur Kickstarter, qui a dû déjà parvenir au backer d'ailleurs à mon avis, qui a une assez bonne note pour le peu de notes qu'il a sur BGG, je crois que c'était aux alentours de 7.6, 7.7, donc plutôt un jeu qui a su convaincre son audience apparemment, et qui revient avec 6 nouvelles extensions que vous pouvez apercevoir ici, qui vont venir enrichir le gameplay, et puis qui s'accompagnent également de playmats, par exemple ici, mais également d'une big box si je me souviens bien, pour avoir l'ensemble du matos à l'intérieur. Autant dire que le jeu a beaucoup moins convaincu sur cette campagne que sur la campagne d'origine, puisque vous le voyez, on est actuellement à 770 contributeurs quasiment à 6 jours de la fin de la campagne, 107 000 € d'engrangés, c'est loin d'être ridicule, mais pour rappel, la campagne d'origine de Mage Noir s'était soldée sur un 2600 si je me souviens bien, c'est ça, 2600 contributeurs à l'époque, en 2021. On est quand même à près de 2000 en dessous, à 6 jours de la fin de la campagne. Alors on va atteindre les 1000, ça y a pas de souci, peut-être un truc genre 1200, 1300, 1500 maximum, un truc comme ça. Mais ce sera quand même beaucoup moins que la campagne d'origine, ce qui est toujours un petit peu dommage, et ce qui peut éventuellement laisser penser que le jeu n'a pas été si convaincant que ça au final. Je ne saurais pas vous le dire, je ne l'ai pas testé. La direction artistique est plutôt très jolie, le matériel est plutôt sympa aussi. Le gameplay a l'air d'être relativement classique, même s'il y a une histoire de mana partagée entre les joueurs qui est assez intéressant. En plus de ça, comme c'est un projet français, c'est disponible en français bien évidemment. C'est pour 2 joueurs, 15 à 30 minutes de partie, donc ça se sort très facilement, très rapidement. Il y a pas mal d'avantages sous ce projet à mon avis. Mais pour l'instant, il marche beaucoup moins bien que le premier, peut-être aussi parce que si on veut un bundle all-in pour le jeu de base plus les extensions, ça revient finalement assez cher. Mais bon, vous me direz ce que vous en pensez, surtout si vous avez pu le tester, contrairement à moi en fait, tout simplement. Voilà pour ce qui est de Mage Noir, on n'en reparlera pas du coup puisque c'est la dernière semaine, il reste 6 jours, soit 5 lorsque vous verrez cette vidéo, avant la fin de la campagne. Bon, ça fera quand même au moins 1200, 1500, je pense, d'ici la fin de la campagne, mais quand même, petite déception à mon avis. Autre projet qui fait sa dernière apparition sur le menu crowdfunding, sur le suivi du menu crowdfunding, c'est Roll for Great Old Ones. Et l'erreur que je viens de faire à propos du menu crowdfunding, c'est tout simplement parce que ce jeu a été présenté dans le menu crowdfunding il y a 2 jours à peine, enfin 3 jours, le 29 janvier dernier pour ceux qui voudraient en apprendre plus. C'est une proposition assez intrigante, assez intéressante, dans le sens que en fait, c'est un jeu en roll and write dans l'univers de Lovecraft avec une campagne et le tout en plus en coop. Donc bon, déjà, du roll and write en coop, c'est assez rare. Du roll and write dans l'univers de Cthulhu, c'est assez rare, alors que pourtant l'univers de Cthulhu est usé jusqu'à la moelle dans l'univers du jeu de société de manière générale. Donc il y a pas mal de trucs assez originaux là-dedans, qui le rendent assez intriguant pour ma part, même si je suis pas fan de la direction artistique, mais ceci dit, on pourra noter qu'elle est assez différente de ce qu'on a l'habitude de voir dans l'univers de Lovecraft. En tout cas, c'est pas tellement ce qu'on a l'habitude de voir en termes de direction artistique sur des jeux à la thématique Lovecraftienne sur Kickstarter. Donc je trouve ça assez charmant finalement, c'est certainement pas pour moi, donc je pense pas aller le backer, mais ça a quand même séduit plus de 1000 contributeurs à l'heure actuelle, 7 jours avant la fin de la campagne, 22 000 € d'engrangés, c'est donc financé assez largement. Pour rappel, c'est pour 1 à 4 joueurs, 14 ans et plus, pour des parties assez longues, de 60 à 80 minutes, sachant que vous pourrez enchaîner plusieurs scénarios, parce que pour l'instant il y a 4 scénarios si je me souviens bien, et il y en aura certainement un petit peu plus par la suite, puisqu'ils vont enrichir le jeu au fur et à mesure. Par contre, vous le voyez également ici, malheureusement, pas de version francophone pour le moment, en tout cas, pour ce projet qui nous vient de Hodari Spiel. Voilà donc pour Roll for Great Old Ones. Y avait-il des stretch goals avant que je ne les oublie potentiellement? Oui, il y en avait, d'ailleurs je les ai entreaperçus tout à l'heure, je suis con. Alors, commençons par le bas, encore une fois. Donc le jeu est financé dans sa version physique, puisqu'il y a aussi une version print and play. Il y aura le UV Finish, donc une sorte de petite surimpression, enfin d'effet de surbrillance sur le titre. Toujours c'est un petit aspect visuel en plus, mais c'est pas du tout un apport vraiment conséquent au jeu, bien évidemment, mais bon, c'est un peu classe. Ensuite, on a débloqué un nouveau dé, on s'en fout un petit peu. On a débloqué le Linen Finish sur la boîte.
ok, c'est toujours un plus à prendre. On a débloqué aussi un petit sac à l'effigie du jeu, pourquoi pas. Ensuite, on a débloqué de nouvelles cartes de compétences, de force et de faiblesse également, des dés upgradés avec un effet un petit peu marbré, de nouvelles cartes de compétences supplémentaires. Ensuite, on aura aussi le background de chacun des personnages au dos de leur plateau personnel. Bon, c'est un petit peu de lore, pourquoi pas, c'est pas très intéressant en termes de gameplay, mais pour l'immersion, c'est toujours sympa. Le linen finish sur toutes les cartes, ça aussi c'est plutôt cool. Ensuite, un D12 marbré, plutôt très classe pour le coup, qui vient s'ajouter au matériel. Ensuite, on a un nouveau mode de jeu qui sera disponible, ça aussi c'est très sympa, ce n'est pas encore débloqué, vous voyez, hein, la case n'est pas encore checkée ici, n'est pas encore cochée, mais on aura potentiellement un nouveau mode de jeu, un contre tous, et ça c'est super intéressant parce que ça va nous offrir une nouvelle expérience de jeu totalement différente de ce que l'on avait précédemment dans le jeu de base. Et ensuite, les D6 que l'on a vu précédemment ici, qui étaient déjà upgradés avec une version marbrée, le seront potentiellement encore plus avec des dés marbrés et le petit logo sur les coins du plus bel effet. Donc plutôt des jolis petits stretch goals en termes de matos. Voilà pour ce qui est de Roll for Great Old Ones, 1000 contributeurs 7 jours avant la fin de la campagne. Ça devrait assez facilement aller chercher les 1500, voire même un petit peu plus que ça à mon avis. On enchaîne les campagnes relativement courtes, puisque après Roll for Great Old Ones qui avait été présenté il y a 3 jours à peine, et bien c'est la même chose ici pour Batman Escape from Arkham Asylum de Night Games du côté de chez GameFound, lui aussi présenté il y a 3 jours à peine dans le menu crowdfunding du 29 janvier. Comme on l'avait imaginé, c'est un plutôt beau succès, certainement pas autant qu'il n'aurait pu l'être sur Kickstarter, hein, qui a toujours une traction bien plus conséquente que GameFound, mais quand même, 2233 backers à l'heure actuelle, 440 000 € d'engrangés, 7 jours avant la fin de la campagne. On est sur un jeu avec 10 kilos plastique, hein, vous l'avez entreaperçu ici hein, via les différentes photos mises en avant. Voilà, ici vous voyez qu'il y a du kilo plastique. Hein. Pour rappel, c'est dans la licence de Batman, on va chercher avec les différents méchants, les différents vilains de l'univers de Batman que l'on va incarner, à s'échapper de l'asile d'Arkham dans lequel sont enfermés les plus grands psychopathes de l'univers de l'homme chauve-souris. Au-delà de l'aspect kiloplastique et très immersif avec des très belles miniatures à l'effigie des personnages, au-delà de l'aspect ouais on a une version francophone disponible c'est génial, ça reste un jeu assez cher avec 2 extensions qui vont elles aussi coûter très cher et avec un gameplay qui a pas l'air d'être aussi original, aussi intriguant qu'on aurait pu l'espérer de prime abord. C'est vrai que ça faisait partie des 25 jeux que j'attendais le plus pour cette année 2025, si vous en référez à mon top 25 de début de l'année. Mais je suis un tout petit peu déçu par la proposition en termes de gameplay. C'est certainement très efficace, là-dessus j'en doute pas. On aurait sur un Ameritrash assez classique, mais qui est certainement efficace. Là-dessus je me fais pas de soucis, pas d'inquiétude particulière. Mais c'est vrai que quand on s'aventure un peu plus vers les mécanismes de jeu mis en avant dans la campagne, par l'absence de vidéos pour les mettre en avant véritablement aussi, on se dit que peut-être ils ont un peu moins confiance en leur gameplay qu'en leur aspect visuel, ce qui peut se comprendre aussi, parce qu'ils présentent très bien ce jeu. Et aussi, petite chose que j'avais souligné dans le menu crowdfunding il y a 3 jours, la fameuse extension Heirs of the Cowl qui n'est pas disponible dans le all-in, ça c'est quand même un peu un outrage, je veux dire, mettre un all-in qui ne contient pas tout, c'est quand même un peu ridicule. Alors effectivement, il n'est pas présenté comme un all-in, mais comme un Mastermind Pledge, mais il n'y a pas tout dedans, il faudra ajouter ce Heirs of the Cowl par-dessus en add-on pour 40 € supplémentaires, c'est un peu con. Pourquoi ne pas avoir fait un vrai all-in avec absolument tout dedans? C'est un petit peu bête à mon avis, d'autant plus que le pseudo all-in actuel, qui n'a donc pas tout à l'intérieur, coûte déjà quand même 270 €, c'est quand même très cher. Au-delà de ça, je reste convaincu que l'expérience de jeu sera certainement très sympatoche, très immersive, surtout si on adore l'univers de DC Comics et de Batman. Mais bon, je me pose des questions. Pour ce qui est des stretch goals, eh bien vous le voyez, c'est essentiellement beaucoup de nouveaux personnages avec leurs miniatures. On a plein de nouveaux personnages ici en violet, et puis on a aussi des reskins, donc des personnages qui sont déjà existants dans le jeu, mais qui auront des poses différentes, des accoutrements différents, ici comme le pingouin ou Harley Quinn notamment. On a aussi de nouvelles cartes d'items, on a aussi de nouvelles cartes d'événements, on a également des nouvelles cartes d'upgrade pour Batman, qui sera ici dans ce jeu votre ennemi en fait, tout simplement. Ensuite, des nouvelles cartes pour Killer Croc, qui aura peut-être un, comment dirais-je, un mécanisme un petit peu différent des autres j'imagine, parce qu'il a des cartes spécifiques apparemment.
Ensuite, qu'est-ce qu'on aura d'autre? Batman Who Laughs, Boss Cars and Escape Plan, donc une nouvelle carte d'une sorte de micro-extension, j'ai l'impression. Des nouvelles cartes de combat pour Batman. Qu'est-ce qu'on a encore d'autre? Ok, les nouvelles cartes pour Victor Zsasz, qui est l'un des personnages que vous pourrez incarner, qui est particulièrement méchant, le monsieur tout cicatrisé de partout, enfin qui a des cicatrices de partout, qui s'est infligé par lui-même d'ailleurs. Hein. Et puis on aura aussi des cartes de compétences supplémentaires également. On aura potentiellement nouvelle figurine pardon, de Double Face à l'époque de Batman Forever. Même chose pour Professeur Pig, etc., qui sera un nouveau personnage jouable. Voilà pour ce qui est de Arkham Asylum. Les quelques commentaires que j'ai pu voir sous le menu crowdfunding de dimanche dernier me laissent penser que pas mal de gens sont quand même un petit peu déçus par la proposition en termes de gameplay, même si je pense qu'au final, je me répète pour la troisième fois, je pense que ça reste un jeu qui sera certainement très sympa à jouer, même si ça révolutionnera pas du tout le genre. Au moins, on y retrouvera l'univers de Batman très très sombre avec les anti-héros que l'on apprécie toujours autant. Voilà pour Batman Escape from Arkham Asylum, il reste une semaine avant la fin de la campagne. On continue maintenant avec Marvel United Multiverse, j'oublie toujours comment se prononce le i dans ce mot à chaque fois, et du coup j'oublie également quand je l'avais présenté, c'était le 22, oui c'était le même jour que Once Upon a Line, donc le 22 janvier dernier pour ceux qui voudraient en apprendre plus sur le jeu. Marvel United qui avait déjà eu 2 campagnes, hein, celle pour les X-Men et le jeu de base avec les différents héros tels que Superman, j'y connais tellement rien en Marvel. Bref, quoi qu'il en soit, 2 campagnes qui avaient été couronnées de succès. La troisième est plutôt bien partie également, hein, sur de bonnes bases. 13 000 contributeurs tout de même, hein, près de 2 millions d'euros engrangés. C'est toujours la même chose avec Simon, il y a des critiques, il y a des questionnements à se faire, mais au final, il y a toujours des très beaux scores. Même si 13 000 pour l'instant, c'est pas fantasmagorique si on se base sur leurs critères habituels, sur leurs standards habituels. Mais au final, je pense que d'ici la fin de la campagne, on aura certainement autour de 18 000, 20 000 contributeurs. Donc on sera finalement assez proche, je pense, de leur standard habituel finalement, leur score habituel sur Kickstarter, c'est-à-dire aux alentours de 20 000. Donc voilà, pour ce qui est des nouveautés, donc c'est cette fois-ci les Fantastic Four, les 4 Fantastiques que vous voyez ici avec le Coming of Galactus, et puis l'univers de Multiverse, donc avec différents héros mélangés les uns avec les autres, avec notamment Thor ou encore Loki, etc. Je vous dis ça, j'y connais vraiment rien en Marvel. Autant d'ici, je connais un tout petit peu pour Batman essentiellement, autant Spider-Man, je connais un petit peu parce que j'aime bien le personnage, autant le reste, les super-héros de comics, j'y connais pas grand-chose pour être tout à fait honnête. Pour le reste, c'est du Simon, là encore je me répète, donc Simon c'est toujours un peu la même formule, c'est beaucoup de nouveaux personnages avec leurs miniatures en stretch goals. Donc là-dessus, ils respectent leurs habitudes, donc en fait vous allez voir plein de personnages, une ribambelle de nouveaux personnages jouables qui sont dévoilés tout au fil. Voilà, ça ne ressemble à rien ce que je dis actuellement. Tout au fil de la campagne. Vous aurez donc des anti-héros et des héros jouables qui seront ajoutés via ces fameux stretch goals. C'est le même modèle que d'habitude, et puis il y a quelques petits ajouts également par-ci par-là que vous apercevez ici en termes de stretch goals, mais rien de très inhabituel concernant les méthodes de Simon. Voilà pour Marvel United Multiverse, on le reverra peut-être une dernière fois, ça dépend du nombre d'heures qui resteront avant la fin de ce 8e jour, mais généralement quand il reste 8 jours au moment où j'enregistre, ça veut dire qu'on le reverra certainement une dernière fois la semaine prochaine. On enchaîne avec un petit détour du côté de chez GameFound pour la 4e saison de Sleeve Kings, les protège-cartes. Alors je sais que beaucoup chez Quaud notamment sont plutôt amateurs de la marque Paladin, qui est réputée être l'une des meilleures, si ce n'est la meilleure, mais Sleeve Kings, si je me souviens bien, c'est un petit peu moins cher. Je dis si je me souviens bien parce que je suis pas du tout un sleever fou. Le sleever fou de la chaîne, c'est bien évidemment Xavier qui sleeve absolument tout, même quand il n'y a pas de carte, il sleeve ses plateaux le gars, mais moi je sleeve rien. Donc c'est peut-être un tort de ma part, mais j'ai un petit peu la flemme de tout sleever, j'ai un petit peu la flemme de dépenser de la thune pour des protège-cartes en plastique, donc pour l'instant, aucun de mes jeux n'est abîmé suffisamment pour justifier l'achat de protège-cartes à l'avenir, donc j'attends de voir, on verra bien. Mais si vous êtes amateur de sleeves, ce que je peux comprendre également, on peut apprécier le toucher,
le fait d'être un petit peu maniaque vis-à-vis de la protection de son matériel, je peux comprendre tout à fait aussi, mais pour l'instant, je n'ai pas eu ce problème-là, donc je me dis que pour l'instant, je n'ai pas besoin. Quoi qu'il en soit, vous avez des tailles dans tous les sens, vous avez tout type de cartes disponibles durant cette campagne de Sleep Kings, avec bien évidemment tout un panaché de prix disponibles également. A vous de choisir les protège-cartes qui pourront vous séduire, bien évidemment, il reste environ une semaine, un petit peu plus d'une semaine sur la campagne, et 1400 backers pour l'instant, on en reparlera un tout petit peu la semaine prochaine. Autre projet sur lequel on s'apesantira un tout petit peu plus la semaine prochaine, il s'agit de Fairy of Perfume, un petit jeu japonais que j'avais présenté dans le menu crowdfunding du 15 janvier dernier, qui est toujours aussi charmant avec des petites bouteilles de verre remplies de petites gemmes en plastique, c'est très très charmant. Le gameplay a l'air relativement simple, sans être non plus... Enfin, si, c'est carrément un jeu familial, excusez-moi. Je viens de me rappeler à l'instant, c'est jouable à partir de 6 ans. Donc si, c'est carrément jouable familial. C'est pour 2 à 4 joueurs, pour des parties de 30 minutes. Donc c'est très facile à sortir. Mais en fait, la raison pour laquelle j'ai été sur le point de dire que c'est pas familial, c'est qu'en fait, je me souvenais qu'il y avait un décalage entre l'aspect visuel et quelque chose. Et ce quelque chose, en fait, c'est le prix, c'est pas du tout le gameplay, c'est le prix. C'est un jeu qui est malheureusement assez chéro. Pour rappel, c'était un jeu qui coûtait, je crois, 7500 yens ou 6500 yens. Voilà, 6500 yens, soit 46 €. Bon, heureusement, le taux de change vous est plutôt favorable, donc 46 €, finalement, ça paraît pas aussi pété que ça. Mais vous le savez, vous en avez l'habitude, les frais de port pour le Japon, enfin, pas pour le Japon, en provenance du Japon, sont toujours assez pétés, et ce n'est pas cette campagne qui nous démentira cet argument, dans le ssens où pour la France, par exemple, vous serez à 5300 yens de frais de port, c'est presque aussi cher que le jeu, puisque ça fait environ 37-38 € de frais de port. Donc voilà, c'est un peu rédhibitoire, je pense, pour beaucoup de gens. Pour ma part, est-ce que je le prendrais? C'est vrai qu'il est quand même particulièrement charmant. L'idée de pouvoir y jouer à partir de 6 ans et plus, c'est quand même assez cool pour, dans quelques années, pourquoi pas, pouvoir y jouer avec mon fils ou avec mon neveu d'ores et déjà, parce qu'il a déjà 7 ans et demi, le bâtard. Fairy of Perfume, c'est plutôt très charmant visuellement parlant. J'ai envie de dire, pourquoi pas, mon cœur balance encore, sera-ce mon premier bac de 2023 ? Peut-être, on verra bien. Vous verrez peut-être la semaine prochaine, j'en parlerai peut-être un peu plus. Pour les stretch goals notamment. Voilà pour ce qui est de Fairy of Perfume. Là, on entre dans la catégorie de jeux pour lesquels c'est sûr et certain, on en reparlera encore une fois la semaine prochaine, puisque vous le voyez, 9 jours avant la fin de la campagne, ce qui veut dire que absolument, il y aura encore un tout petit peu de temps la semaine prochaine pour en parler. Donc le premier c'est All In, un jeu qui reprend l'univers du poker mais en print and play pour 4 $, avec un gameplay radicalement différent, mais ça reste assez similaire par certains mécanismes au poker de base, puisqu'il faudra réaliser des suites, des combinaisons de cartes, mais le tout en all-in avec un gameplay un petit peu différent. C'est pas inintéressant. Pour ceux qui seraient intéressés, c'était présenté dans le menu crowdfunding de quelle date? Je vais aller checker rapidement sur une autre fenêtre que vous ne pouvez pas voir, parce que je suis quelqu'un de très secret. All In, c'était le 15 janvier dernier dans le menu crowdfunding, pour ceux qui voudraient en apprendre un petit peu plus sur ce flip and write basé sur du poker. Pour l'instant, 473 contributeurs, 3600 € d'engrangés, donc c'est largement financé, 9 jours avant la fin de la campagne. On continue avec Counter Warfare, un jeu qui n'avait pas été présenté dans le menu crowdfunding puisqu'il s'était lancé durant l'intermède des vacances, en gros. C'est un jeu qui se porte plutôt pas mal, près de 800 contributeurs, 9 jours avant la fin de la campagne, 20 000 € d'engrangés, c'est plutôt un beau succès pour ce jeu, clairement jeu d'ambiance et de gestion de main, qui est le premier projet de Counter Warfare, donc l'éditeur du même nom. C'est un jeu pour 3 à 30 minutes, ça va du simple au... comment dit-on? Passez pas double, triple, quadruple, quintuple, sextuple, septuple, octuple, nonuple, je sais pas comment on va dire à partir de 9, et 10, je sais pas, on va dire disuple, j'invente des mots, c'est comme ça, néologisme. 13 ans et plus, 2 à 6 joueurs et beaucoup de fun. Voilà, c'est un jeu de gestion de main essentiellement où on va chercher à éliminer les joueurs autour de la table avec différentes cartes qui auront leurs propres spécificités, leurs propres compétences que vous pourrez jouer. J'imagine que les couleurs ont aussi leur importance, c'est une question de puissance, parce qu'on voit que 4 c'est orange, 3 c'est violet, 2 c'est bleu, 1 c'est vert par exemple. Est-ce que c'est une question de puissance ou est-ce que c'est une question de timing auquel on pourra jouer la carte ou non, etc. Je ne sais pas, je me suis pas trop penché sur son sujet parce que les jeux d'ambiance, c'est pas trop mon truc, et qu'en plus, il n'y a pas de version francophone pour ce jeu, qui, en plus de ça, comme vous le voyez, a quand même beaucoup de texte, donc c'est quand même un peu problématique pour beaucoup de spectateurs de la chaîne, à mon avis. Quoi qu'il en soit, on en reparle une dernière fois la semaine prochaine.
Dernier projet du suivi de cette semaine, il s'agit de Arborea qui avait été présenté dans le menu crowdfunding du 22 janvier dernier aux côtés de Once Upon a Line notamment, ou encore de Hollywood 1947, ou encore de Marvel United Multiverse. Arborea, c'est le nouveau projet de Alley Cat Games, c'est un de ses premiers jeux de la gamme un petit peu expert, avec pour l'instant 2538 contributeurs, 127 000 € d'engrangés 9 jours avant la fin de la campagne. Pour rappel, c'est un petit jeu de placement d'ouvriers, de gestion de ressources, placement et également retrait d'ouvriers. Ils mettent pas mal en avant ce petit aspect, ce petit twist sur le placement d'ouvriers, puisque le placement et le retrait sont tout aussi importants l'un que l'autre. C'est donc pour 1 à 5 joueurs, c'est pour des parties de 90 à 120 minutes, et c'est pour 14 ans et plus. Vous l'avez déjà dit dans les commentaires lorsque je l'avais présenté dans le menu crowdfunding, ça ressemble pas mal à Bitoku, mais en version beaucoup plus colorée, flashy, sous LSD. C'est assez joli, c'est pas trop cher en plus de ça, mais je pense qu'on le retrouvera à terme en boutique en France également, même si pour l'instant la version francophone n'a pas encore été dévoilée ou annoncée. De toute façon, on en reparle encore une fois la semaine prochaine. C'est tout donc pour Arborea, et c'est tout également pour cette semaine de suivi du menu crowdfunding, alors que je me rends compte que mes cheveux ne ressemblent absolument à rien ce soir. Aucune importance. Quoi qu'il en soit, merci de m'avoir suivi aujourd'hui encore. On se retrouve, nous, très rapidement pour le menu crowdfunding de dimanche prochain, bien évidemment. D'ici là, portez-vous bien, jouez bien, passez une bonne fin de semaine, et à la prochaine.